Merci de nous faire confiance, merci d'être avec nous, le Grand Journal. Nous sommes déjà dans le vif, je l'avais annoncé tout au début, les pourparlers de Kampala, vous le savez, ont été suspendus hier. En tout cas, la pomme de discorde, et entre autres, cette fameuse question de l'amnistie et de réintégration, en tout cas, pour en parler ce soir sur notre plateau, François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Doit-on toujours continuer à croire à ces pourparlers? Ceci voudrait dire que quelque part, nous serions distraits. C'est-à-dire croire que la République démocratique du Congo devrait mettre tous ses œufs dans un même sac qui s'appelle négociation de Kampala pour avoir la paix, la stabilité et le développement. Non. Ce temps-là est passé. Je pense qu'autour de nous, y compris certains pays voisins, les gens n'ont pas encore pris acte de ce que ce Congo-là, celui d'aujourd'hui, n'est plus le même que le Congo d'hier. De quoi est-ce que je parle? Oui. Nous avons effectivement été agressés il y a un peu plus d'1 an, et le président de la République avait été très clair dès le départ. Je pense que c'est peut-être maintenant que à la fois la nation et les observateurs extérieurs commencent à se rendre compte du côté, j'allais presque dire prophétique, Oui. de ce que le président avait dit. On nous a agressés, apparemment, les gens avaient misé Oui. sur une supposée faiblesse de notre armée. Et il a été dit que le Congo allait s'en sortir. Certes, en continuant sur le front militaire, Oui. mais en ouvrant en même temps un front diplomatique et un front politique. Ça n'a pas simplement été dit. Oui. C'est effectivement la politique qui a été mise en place depuis un peu plus d'1 an. Donc, par conséquent, s'agissant de défendre notre pays, il est clair que c'est sur ces 3 fronts, et à partir de ces 3 fronts, grâce à ces 3 fronts, déployés simultanément, Oui. que, comme le président l'avait indiqué, nous allons effectivement nous en sortir. En d'autres termes, s'agissant de défendre la République démocratique du Congo, parce que vous savez que ce qu'on appelle la balkanisation, ce qu'on appelle la partition, certains ont l'impression qu'il s'agit d'un projet. Ce n'est pas un projet. Mais c'est quoi? Les femmes qu'on viole Ouais. tous les jours ici tombent puisqu'ils défendent leur pays, leur territoire, qui est menacé d'une manière concrète de ce qu'on appelle la balkanisation. Nos soldats qui tombent. Vous savez, vous prenez des avions tous les jours, on dit que vous êtes des diplomates, vous ne savez pas si vous allez arriver. Oui. Mais tous ce Congolais-là, en ce y compris aujourd'hui, je commence là aussi de voir que les gens commencent un petit peu à comprendre. Il y a eu ces concertations nationales qui ont eu lieu, le front politique. C'est tous ensemble et en même temps que nous allons pouvoir Alors, quelque part, sauver oui. notre pays. Donc il ne s'agit pas de Oui. croire qu'un seul front va permettre d'y arriver. C'est là où je voulais en venir. Ce qui est clair, c'est que ceux qui nous cherchent sur les terrains militaires vont nous trouver. Ceux qui nous cherchent sur les terrains diplomatiques vont nous trouver. Tous des soldats. Sur les terrains politiques, mêmement. Alors, et dans que le- donc, oui. partout là où il faudra aller défendre la République démocratique du Congo, à Washington, à New York, en Afrique du Sud, au Kampala ou ailleurs, nous irons toujours dès lors qu'il s'agira Alors, de défendre en la République démocratique engageant du aussi Congo. pour parler avec les rebelles, dans l'opinion, on dit que le gouvernement s'est laissé quelque part duper. Mais oui, c'est pour ça qu'il est important que nous qui sommes totalement impliqués dans ce processus comme soldats, nous puissions aussi prendre le temps, merci de nous inviter, de pouvoir l'expliquer et l'expliciter. On ne s'est pas fait berner. Si nous y étions restés sur le terrain strictement militaire, où serions-nous aujourd'hui? Donc pour vous, c'est pas du temps Honnêtement. perdu. Ah non, pas du tout. C'est bien puisque, en même temps, nous sommes allés à Kampala, que vous avez vu, sans tirer un seul coup de feu, Goma a été libéré. Goma, qui était entre-temps souillé, a été libéré. On nous menace de reprendre Goma. Vont-ils pouvoir le faire? Vous voyez très bien que ça devient beaucoup plus compliqué pour eux. Rutshuru reste la République démocratique du Congo. Petit à petit, l'impérium de la République est en train d'avancer. Et je suis heureux, je le répète,
qu'en même temps, l'autre front, celui qui manquait, la cohésion nationale, le front politique, soit en train de se structurer, et de cette façon-là, l'ennemi, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur, devra refaire ses calculs. La République démocratique du Congo n'est plus la République distraite d'hier. Aujourd'hui, nous savons parfaitement ce qui est bon pour nous. Et je le répète, notre agenda, ce n'est pas d'attaquer les gens. Notre agenda, ce n'est pas d'aller envahir d'autres pays. Oui. Ce que nous souhaitons simplement, c'est que, à partir des ressources qui nous appartiennent, à partir de ce territoire qui est définitivement le nôtre, nous puissions, que tout le monde comprenne, que la République démocratique du Congo est entrée dans une ère nouvelle, celle de se donner le moyen de redevenir un pays normal, un pays où il fera bon vivre, non seulement pour les Congolais, mais qui permettra aux autres qui les souhaitent, qui nous respectent, de pouvoir participer à ce que, petit à petit, notre leadership est en train de construire pour nous, la région et pour le reste du monde. Alors vous êtes coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Dans votre rapport, qu'allez-vous écrire? Au sujet de? Au sujet justement de cet accord. L'accord cadre? Oui. Oui, nous avons eu ce matin d'ailleurs l'occasion de pouvoir en parler en long et en large avec Madame, Son Excellence Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine. La République démocratique du Congo a effectivement pris des engagements depuis le 24 février à Addis Abeba dans 6 domaines bien précis. Et ce que nous avons expliqué, c'est que sans désemparer, à partir du mois de mai, on a mis en place dans ce pays un instrument qui permette effectivement de te donner de la visibilité par rapport à ce qui est en train de se faire dans notre pays, c'est le mécanisme. Depuis, effectivement, il a fallu que ce mécanisme se dote des instruments de travail adéquats, on appelle cela le benchmark, c'est-à-dire ces indicateurs de performance qui permettent également de suivre tout ce qui s'est fait comme réforme dans tous les domaines de nos engagements. Oui. Ces instruments sont maintenant en place. Nous en avons fait état à New York. Le président de la République s'est fait le devoir de pouvoir l'expliquer à ses pairs à New York le 23 septembre dernier. Et depuis que nous avons ces instruments, ceci nous a permis effectivement d'établir des états des lieux avec le concours, bien entendu, de tous les ministères, de tous les acteurs des réformes, parce que ce n'est pas le mécanisme. La RDC, est-ce qu'elle s'est bien comportée? Voilà, donc ces états des lieux indiquent quoi? Je vais prendre quelques exemples dans des secteurs clés. En ce qui concerne notre armée, je n'ai pas besoin de m'étaler davantage. Lorsqu'on regarde la situation de cette armée, ce que nous avions comme armée il y a un peu plus d'1 an, par exemple, lorsqu'on nous agresse au mois d'avril de l'année dernière, et ce que nous sommes aujourd'hui avec ce même instrument capable de faire et tout ça, etc., tout le monde peut comprendre qu'il y a eu beaucoup de progrès et beaucoup d'améliorations par rapport à la manière dont nos troupes et nos soldats sont traités, que ce soit en termes de salaire, que ce soit en termes de logistique, de discipline, d'encadrement et tout ça, etc., tout au moins pour ceux qui sont au front dans l'Est, on voit très bien que non seulement il y a des réformes, mais que ces réformes commencent à porter leurs fruits. La situation est encore fluide, est encore volatile, est encore fragile, mais l'essentiel est que nous sommes dans la bonne direction. Dans notre pays ici, si vous allez dans tous les milieux, et je parle aussi des partenaires qui nous accompagnent dans ces réformes, tout le monde vous dira que les réformes qui ont été appliquées, qui sont en cours d'application dans la police, c'est exemplaire. C'est certainement les domaines et les secteurs phares, puisque effectivement, nous avons tous maintenant les sentiments de pouvoir compter sur une police républicaine. Nous ne sommes pas encore à la fin de nos efforts. On ne va pas être trop vite content. Il y a encore des lois qui doivent être votées. Et cette session va être une session non seulement budgétaire, mais nous allons essayer de pousser les choses et faire en sorte que beaucoup de ces lois dont un secteur comme celui de la police a encore besoin puissent sortir. La décentralisation est en marche.
plombé, je dois l'avouer. Le gros problème, c'est va-t-on pouvoir mettre en place les 26 provinces? Oui, c'est une question aussi épineuse. Y compris Kinshasa, ou faudra-t-il y aller tout de suite dans de go, ou est-ce qu'il va falloir transiter par des formules intermédiaires? J'observe en même temps que ce problème se pose et devra être tranché par l'exécutif et par le gouvernement de la République. Il y a, là aussi, je parle donc de cette décentralisation, là aussi c'est des lois, mais il ne suffit pas simplement de voter, de faire voter des lois et de les promulguer, il faut les mettre effectivement en œuvre, et nous allons veiller comme instrument non pas simplement de contrôle, mais je veux dire pour éclairer un petit peu les uns les autres et nous assurer qu'on ne se contente pas de posséder des lois en bonne et due forme, mais que ces lois sont effectivement mises en œuvre. Il y a beaucoup de progrès également, notamment en ce qui concerne le chantier, le grand chantier de la recherche de la cohésion et de la réconciliation nationale. Avec les concertations. Bon, ça, nous sommes en train de le vivre. Le président l'avait promis. Ça a donné l'impression de flotter. Et aujourd'hui, je pense, dans les heures qui viennent, nous allons pouvoir aller donc au point d'orgue où le président de la République va pouvoir dire à la nation ce qu'il en a retenu. Donc notre pays est définitivement lancé sur cette voie de réforme. Tous les ministres sont concernés. Il n'y a aucun secteur qui est laissé, qui est oublié. On nous demande d'accélérer, mais c'est normal. Vous savez, tout n'est pas facile. Nous n'avons pas tous les outils en main. Et que donc, là aussi, c'est notre rôle d'identifier des problèmes et de pouvoir les porter au niveau où il faut pour que les choses bougent. Alors, vous avez été ce matin avec la présidente de la Commission de l'Union africaine. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à propos justement de la RDC, à propos des pourparlers de Kampala? Parce que j'imagine que vous en avez parlé. Oui, tout à fait. Ce sont les deux sujets d'ailleurs que nous avons abordés, que j'ai eu l'honneur de présenter devant Madame la présidente de la Commission de l'Union africaine. Donc le premier sujet était de, là aussi, souligner, parce qu'on ne le dit pas assez, qu'il y a une volonté politique réelle. Il y a une volonté politique réelle au niveau du président de la République et de l'ensemble du gouvernement pour faire en sorte que ce qui a été signé le 24 février à Addis Abeba soit effectivement mis en œuvre. Ce n'est pas rien de les souligner. Mais encore faut-il l'illustrer, je venais de le faire, donc dans des domaines aussi variés que l'armée, police, justice. Il y a beaucoup de problèmes avec la justice, mais il y a des choses. Là aussi, vous avez vu que, par exemple, en ce qui concerne le Conseil, la mise en place du Conseil constitutionnel, tout au moins la loi y afférente a été maintenant promulguée. On sait qu'il y a un agenda et un calendrier sur les 6 mois à venir. Nous allons pouvoir donc disposer d'un Conseil constitutionnel en bonne et due forme. Et que donc, nous avons parlé donc de ces choses-là avec Mme Zuma. Sur Kampala, vous savez que le 5 septembre dernier, lorsque ce sommet de la CIRGR, le sommet extraordinaire de la CIRGR de 5, s'était tenu à Kampala, Mme Zuma y était. Et donc, je me suis fait le plaisir et l'honneur de lui rappeler les décisions importantes qui avaient été prises en ce moment-là, le 5 septembre. Il avait été dit 3 choses importantes et Mme Zuma était d'accord avec moi. La première chose importante qui avait été dite ce jour-là, c'est que le M23 devait déposer les armes et cesser de menacer un gouvernement légitime. C'est dans le texte. Je vérifie avec Mme Zuma que l'autre décision importante qui avait été prise ce jour-là, c'est que les pressions sur le M23 et sur les autres forces négatives devaient être maintenues et renforcées pour que chacun comprenne que l'agenda de la guerre était dans notre dos et qu'il fallait regarder devant d'une manière beaucoup plus constructive. La troisième chose, effectivement, c'était cette décision qui consistait à dire qu'en ayant 3 jours et pour 14 jours, tout le monde devait retourner à Kampala et terminer cette affaire. Or, nous y sommes allés. Pendant 14 jours, il ne s'est, pour ainsi dire, rien passé, puisque les sentiments
que durant ces 14 jours, c'est le sentiment que la médiation nous a donné, c'est que le plus important, ce n'était pas de finir la guerre au Congo, c'était de pouvoir faire un rapport valable, appréciable, le 23 septembre suivant à New York. Il ne s'est donc rien passé. Pourquoi? Parce qu'aucun sujet susceptible, s'il était résolu, de contribuer à terminer la guerre, n'avait été abordé. Alors, je vois que maintenant, effectivement, durant la semaine qui est en train de s'achever, effectivement, ces sujets-là, c'est-à-dire l'amnistie, le sujet concernant la réintégration et le devenir de ce mouvement politico-militaire qu'on appelle le M23, qu'est-ce qu'ils deviennent après la signature, puisque, comme nous l'avions toujours dit, leur destination finale en tant que mouvement politico-militaire, c'est de disparaître et de disparaître à Kampala même, dès qu'ils signent. Eh ben, ces sujets-là, on les a abordés maintenant, mais on les aborde dans des conditions où on ne sent pas, les ministres des Affaires étrangères venaient de le dire, on n'a pas senti que les gens étaient venus à Kampala avec la volonté réellement de pouvoir mettre fin. Avec des agendas cachés. Voilà. Ce n'est plus si caché que ça. Hein. Donc je le dis avec autorité, que personne n'a imaginé que nous sommes distraits. Nous savons tout. Nous savons où ils veulent en venir. Et ce qui est clair, une fois de plus, que ce soit du point de vue de nos soldats au sens militaire du terme, du point de vue de nos soldats au sens diplomatique du terme, du point de vue de nos soldats, du point de vue politique du terme, personne n'est distrait. Et en ce qui concerne la tentative de croire que d'une manière ou d'une autre, on va nous amener dans la balkanisation, c'est peine perdue. Jusqu'au dernier, nous nous battrons non seulement pour défendre, mais nous défendons pour mieux nous en servir, puisqu'il faut le reconnaître aussi, il ne suffit pas de dire c'est à nous, encore faut-il que ça profite véritablement aux Congolais. Et depuis 50 ans, ça n'a pas donné l'impression que c'était le cas. Voici venu l'agenda maintenant, avec le président Joseph Kabila, de dire allez, allons-y, on va développer, mais la paix doit venir avant et nous y arriverons malgré tout. Nous y arriverons malgré tout. Ce sont les derniers propos de François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il était notre invité avec qui nous avions parlé des pourparlers de Kampala. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Sur le même sujet, nous recevons sur ce plateau Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, sur ce plateau.